Je n'ai pas compris en fait comment ce conseil scientifique est arrivé à prendre le pouvoir sur la France pendant un an, pendant toute l'année 2020. Et c'est très flou en fait la façon dont il a été nommé. L'impression que j'ai, c'est qu'en fait il y a un homme, Jean-François Delfraissy, qui a estimé qu'il était l'homme de la situation. Ouais. Et finalement il a pris le pouvoir. Et même Emmanuel Macron, au début sur l'année 2020, finalement a pas vraiment gardé le contrôle de la situation. Il a fallu attendre début 2021 pour qu'il décide de reprendre le pouvoir. Et donc c'est une situation complètement folle où un homme qui n'a aucun mandat, finalement, réunit quelques amis dans un conseil scientifique et décide que c'est lui qui va décider comment vont vivre les Français de mars 2020 à janvier 2021. Il perd de Delfraissy. Delfraissy, j'ai dit quoi? Vous avez dit Delfraissy. C'est le cousin de Del Prado, celui qui fait les maquettes. Et donc, quelles sont les décisions qu'ils ont prises qui peuvent être remises en cause, discutables? Déjà, les décisions des confinements aussi strictes qu'ils ont été décidées, c'est quand même quelque chose qui aurait dû être très discuté. Je rappelle que le premier confinement, il a été décidé sur quelques courbes qui nous venaient d'Angleterre. Et même le deuxième confinement, on se demande pourquoi il y avait besoin d'être aussi strict. Ensuite, il y a eu ce testé, tracé, isolé qui n'a jamais montré son efficacité, sur lequel on s'est complètement entêté. Il y a eu ces attestations pour sortir à moins d'1 kilomètre. Donc voilà, toutes ces choses-là, finalement, ont été décidées sur un coin de table sans que ce soit très solide. Et je pense qu'il y a des gens qui auraient pu réfléchir sur ces sujets-là, qui n'étaient pas le conseil scientifique, qui aurait été plus légitime. Oui, Guillaume. Moi, je vous ai suivi pendant toute la pandémie sur les différentes chaînes et j'ai l'impression qu'au début, vous étiez plutôt pro-restriction, vous étiez assez alarmiste sur le Covid. Et après, on a l'impression que vous êtes passé de l'autre côté en disant voilà, les Français sont pas assez libres. Qu'est-ce qui vous a fait basculer? Est-ce qu'il y a eu une bascule? Non, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'explique. En fait, j'ai été jugé alarmiste en 2020 parce que j'ai rapidement dit qu'il allait y avoir une deuxième vague. Et en fait, les gens ne voulaient pas y croire. Vous savez, c'était les jours heureux d'Emmanuel Macron, ils vont revenir. Moi, j'ai dit non, ça risque de revenir parce qu'il n'y a que 5% de la population qui a été infectée. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne revienne pas. C'est effectivement revenu. Et ensuite, après, il y a eu ce deuxième confinement et on est arrivé en début 2021 où il y a eu plein de gens qui ont commencé à dire il faut faire du zéro Covid. Du zéro Covid, du zéro Covid, sinon il y a des morts pour rien. Et cette stratégie est folle. Aujourd'hui, on le sait, on voit à Hong Kong ce que ça fait, on voit en Chine, ils sont même eux en train d'en sortir. Et là, je suis passé du côté des rassuristes parce que j'ai été contre en fait cette folie qui était le zéro Covid, qui était une théorie extrémiste en fait, qui est une théorie de dire dès qu'il y a 3 cas de Covid, on confine tout le périmètre pendant 2-3 semaines et on ne supporte pas qu'il y ait le moindre cas de Covid dans la population. Voilà, et là, je suis passé du côté des rassuristes, mais en fait, c'est toujours pareil, ça dépend du référentiel. Rassuriste par rapport à une folie qui était le zéro Covid, plutôt alarmiste par rapport aux jours heureux et l'épidémie ne reviendra jamais. Alors, en page 44, vous expliquez votre constat édifiant que vous avez établi avec le médecin Clément Lazarus. Il n'y a quasiment aucun malade de la Covid chez les patients qui sont traités par 2 antidépresseurs clairement identifiés. Vous parlez quoi, du Xanax, c'est ça? Alors, c'est pas le docteur Lazarus, c'est un autre, mais effectivement, il y a des recherches qui ont été faites en France et partout dans le monde sur le fait qu'il y avait... Xanax, c'est une benzodiazépine, c'est pas un antidépresseur, mais il y a certains médicaments antidépresseurs, effectivement, qui semblaient faire beaucoup moins de formes sévères de la Covid, et c'est des travaux qui ont été menés, et c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout été portés par les groupes de recherche français, qui ont plutôt cherché à porter des choses qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est quelque chose que je savais déjà, mais que j'ai observé dans la crise, c'est que si vous n'êtes pas dans le sérail, si vous n'êtes pas dans les bons groupes, vous n'avez pas le droit d'avoir d'idées. Et il faut venir de certains groupes pour avoir des idées. Effectivement, ces chercheurs-là ne peuvent pas porter leurs recherches, ne peuvent pas les développer. Et je trouve que c'est extrêmement dommageable la façon dont ça fonctionne. Vous racontez donc plein de choses dans le livre. Vous racontez aussi que vous découvrez le jeu des plateaux télé. C'est vrai que vous en avez fait énormément. Vous avez fait combien? 1200 plateaux télé, ça? Ouais, sans doute plus. Je dirais que pendant 2 ans, j'ai dû en faire quasiment un par jour. Il y avait énormément d'actualités. Et puis surtout, j'avais l'impression qu'il fallait parfois tenir un discours qui était opposé parce que quelque part, on était 1 ou 2 face à des dizaines, voire plus que des dizaines de médecins. Et donc, effectivement, il fallait donner de la part de voix à parfois des stratégies qui étaient anti-zéro Covid, par exemple. Vous dites, enfin, soyons clairs, je n'ai jamais sollicité une seule de ces interventions. Je n'ai jamais téléphoné à Pascal Praud, à David Pujadas ou à Cyril Hanouna pour quémander quelques minutes de micro. C'est vrai que vous n'avez jamais appelé. Vous pourriez d'ailleurs. Vous pouvez m'appeler avec grand plaisir. Et chaque fois, ce sont les équipes en charge de la programmation qui m'ont proposé de participer, jamais l'inverse. Je confirme complètement. Martin, c'est toujours nous qui l'avons invité. Lui, il venait gentiment pour nous expliquer parce que c'est vrai que toutes les émissions de télévision à ce moment-là demandaient des médecins et des médecins au courant de ce qui se passait sur leur plateau. Et nous, c'est vrai qu'on aimait bien voir Martin et c'est toujours nous qui l'avons sollicité. Jamais Martin nous a dit est-ce que je peux venir ce soir pour parler de ci ou pour parler de ça. Ça n'est jamais arrivé dans notre émission. Vous avez fait donc plus de 1200 plateaux en télé en 2 ans.
Vous dites, j'assume parfaitement d'avoir participé à l'émission qu'anime Cyril Hanouna, un choix qui m'a été parfois reproché par certains de mes amis notamment, mais que je ne regrette pas un instant, comme je ne regrette aucune des minutes passées sur le plateau de David Pujadas sur LCI. Pour moi, c'était des moments extrêmement importants parce que déjà, chaque émission a son public. Et moi, j'ai toujours pensé que la jeunesse avait été maltraitée pendant cette crise. Et vous êtes une des émissions qui s'adresse à la jeunesse. Donc pour moi, c'était une des émissions les plus importantes qu'il fallait faire. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de snobisme intellectuel. À chaque fois que vous allez chez Cyril Hanouna, on vous dit « Mais pourquoi tu vas là-bas? Tu décrédibilises ta parole. » Mais ma parole, elle est crédible par ce que je dis. Bien sûr. C'est pas par... Donc je viens ici, je m'adresse à un public et je l'assume complètement. C'était une des émissions que je préférais faire. Après, il y a beaucoup de donneurs de leçons que personne n'entend, qui font 3 tweets et qui sont retweetés 2 fois et qui se disent, voilà, qui se disent un petit peu, qui essaient un petit peu d'influencer les uns et les autres. Mais puis vous avez des donneurs de leçons aussi sur le plateau, comme moi, donc ça va finalement. C'est vrai que vous le représentez, voilà. Ça va. Donc non, c'est TMC qui vous a gêné, l'émission Quotidien. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Je suis très transparent sur ce qui s'est passé. J'ai les équipes de Quotidien qui m'appellent. Ils me disent, Monsieur Blachier, on veut passer une journée à vous suivre toute la journée. Je dis, il en est hors de question. Vous n'allez pas me suivre avec la caméra sur l'épaule toute la journée. Si vous voulez, venez passer 2 heures au bureau. Je dis à la journaliste, je lui dis, mais je vous préviens, c'est un bureau d'épidémiologie, donc vous allez voir des gens derrière les ordinateurs. Pas de problème, Monsieur Blachier, on vient. Je dis, en plus, j'ai une réunion. Donc pendant 1 heure, vous allez tourner dans les bureaux, mais moi, je ne serai pas disponible. Très bien, on vient. Ils forcent la main, ils viennent. J'ouvre la porte. Il y a le caméraman qui me filme et la journaliste qui rentre et qui dit « Mais où sont les malades ? Où sont les malades ? Je vois aucun malade. » Donc il filme ça. Donc je dis « Bon, super, merci, c'était très bien. » Donc je discute un petit peu, je leur explique ce qu'on fait. Ils n'ont évidemment rien gardé. Je leur dis « Je dois faire mon call maintenant, donc je vais m'isoler 1 heure. Vous faites comme chez vous. Je suis très sympa, quoi. » Et donc ils vont voir chacun de mes salariés. Et ils disent, est-ce que vous pouvez nous dire des choses, du mal en gros de votre chef? Donc est-ce qu'il est là tous les jours? Est-ce qu'il fait exprès d'aller sur les plateaux télé? Heureusement qu'ils n'ont pas fait la même chose avec moi. Hein. Et donc en fait à la fin ils font un truc ultra monté en disant que je dis n'importe quoi. Et j'ai trouvé un procédé incroyable. C'est les seuls à avoir fait ça. C'est-à-dire que les autres sont honnêtes, vous leur dites quelque chose, ils prennent en considération ce que vous dites. Eux, en fait, c'est du cash investigation, mais en ultra déformé, quoi. Ouais. C'est absolument pas honnête intellectuellement. Il y a une question de Béatrice Schoenberg. Alors, bonjour Martin. D'abord, je voudrais vous dire que j'adore votre femme. Voilà, je suis tout à fait sur sa ligne. Je voulais vous poser une question. De temps en temps, vous aviez des interventions qui étaient assez tranchées. Par exemple, de gérer le Covid comme on gère la grippe. Et puis, l'intervention d'après, c'était beaucoup plus mesuré. Je voulais savoir si vous receviez des pressions de quelqu'un ou si vous étiez recadré de temps en temps quand vous interveniez. C'est une bonne question, Béatrice. De façon très tranchée, plus dans ma direction, voilà. Non, j'ai jamais reçu aucune pression, ni de la part d'une rédaction, ni de la part de n'importe quel gouvernant, politique. Et comme je suis patron de ma propre entreprise, c'est moi qui décide. Et finalement, c'est peut-être avec les équipes qu'on a eu le plus de discussions, mais non, aucune pression, j'étais totalement libre. Voilà, il était libre. Alors, vous avez reçu des menaces de mort aussi, après avoir confronté Didier Raoult, le professeur Raoult. Dans les jours qui suivent, je reçois des lettres de menaces de mort au bureau comme à mon domicile où les messages d'insultes s'empilent. On me promet l'enfer et la mère de mes 3 enfants, mon ex-épouse, est contrainte de demander le changement de son numéro de téléphone, harcelée jour et nuit par des appels violents. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça a été assez violent, en particulier effectivement dans cette phase de 2020 où il y avait un phénomène Raoult qui était incroyable. Enfin, je crois qu'on se rend même pas compte en fait ce que ça a été le phénomène Raoult. Et j'avais des menaces de mort quasiment quotidiennes, par courrier, par téléphone. Effectivement, ils appelaient la nuit, ils insultaient, ils disaient qu'ils allaient venir nous tuer, qu'ils allaient nous attendre en bas de chez nous. Donc c'était assez violent. Et après, ça s'est complètement calmé. À partir de 2021, il n'y a plus ce phénomène, mais il y a vraiment une espèce de folie à l'été 2020. Où c'était assez violent, ouais. Alors Didier Raoult qui est souvent venu nous voir aussi, ou en FaceTime aussi, qui nous a, voilà, on aime bien aussi. Un jour, on fera un plateau avec vous et Didier Raoult, si vous voulez. Avec plaisir. Voilà, c'est vrai. Alors, vous avez rencontré Brigitte Macron. Vous racontez avoir été invité à l'Élysée grâce à votre ami Gérald Kierzek, qu'on embrasse, pour rencontrer la première dame autour d'un déjeuner, conduit dans un salon doré. Je patiente une dizaine de minutes avant d'être chaleureusement accueilli par Brigitte Macron. Elle est gentille. Hein. Elle est adorable. C'est quelqu'un qui a vraiment un contact extrêmement facile. Sans faire de politique, je vous jure, je l'ai dit toujours, hein, c'est vraiment incroyable. Moi, je l'ai vu encore la dernière fois. Elle dit bonjour à tout le monde. Ouais. Elle ne se prend pas la tête. C'est elle qui vient vers les gens. C'est elle qui vient parler à tout le monde. C'est vraiment, elle est incroyable. Ouais, tout à fait. Vous êtes complètement voûté en fait. C'est quelqu'un qui est dans le contact, dans l'humain en fait, et qui sent très très bien les choses. Et donc, j'étais très content de la rencontrer. Et ce qu'elle me disait me semblait hyper beaucoup de bon sens et beaucoup de curiosité en fait. Elle a envie de savoir. Alors pourquoi vous l'avez rencontrée à la base?
Bon, c'est Gérald, effectivement, qui me dit ça l'intéresserait beaucoup de te rencontrer. C'était à l'époque, en fait, où j'étais à peu près le seul anti-zéro Covid. Et c'était la ligne que son mari avait choisie. Et donc, je pense que elle était grée de tous ces efforts que je faisais pour montrer que c'était pas une mauvaise stratégie. Parce que c'est vrai que pendant 6 mois, c'est ce que j'appelle les 6 mois héroïques d'Emmanuel Macron, il a été seul contre tous. Et c'est vrai qu'il a tenu, il n'y en avait pas un pour dire qu'il n'était pas un criminel, qu'il ne tuait pas des gens. On vous a senti un moment avec Emmanuel Macron, puis plus avec Emmanuel Macron, on vous a senti un peu, voilà. Ma ligne de conduite n'est pas de suivre Emmanuel Macron. Hein. Donc sur les 6 premiers mois de 2021, j'étais Emmanuel Macron à 100%. Et c'est vrai que sur la fin, quand il a commencé à aller sur son pass vaccinal et qu'il a insisté dans cette stratégie et qu'il était sur une stratégie de gonfler les chiffres de vaccination en vaccinant les jeunes, alors que moi je pensais qu'il fallait vacciner 100% de la population vulnérable, j'étais plus sur sa ligne et donc effectivement j'étais pas... Et je pense qu'il a fait une erreur d'ailleurs avec le pass vaccinal et il s'en est sans doute rendu compte, mais j'ai jamais cherché à être particulièrement en ligne avec lui. Oui, Gilles Verdel. Oui, alors vous êtes une star des plateaux télé, vous êtes brillant. Le livre, c'est un livre événement. Vous êtes reçu à l'Élysée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent que des médecins stars comme vous ont un peu oublié le cœur de cible d'un médecin qui est de soigner des patients? Et moi, je suis un médecin sans patient, en fait, déjà. Est-ce que c'est pas un problème? Moi, j'explique dans le livre que c'est pas un problème. C'est mon métier, en fait. Je suis médecin de santé publique, donc je travaille sur la santé des populations. Donc là-dessus, j'ai zéro complexe. Honnêtement, je suis toujours resté sur ma ligne. Et d'ailleurs, je suis une star des plateaux télé, mais sans doute qui va être plus star des plateaux télé dans les semaines qui viennent. Hein. Donc non, mais c'était temporaire. On accueille tout le monde. Hein, j'ai toujours considéré que c'était une espèce de mission, je pense, comme d'autres. Et parce que j'avais quelque chose à dire, voilà, tout simplement. Martin, qu'est-ce que vous dites aussi aux gens qui disent que vous êtes le médecin qui murmurait à l'oreille d'Emmanuel Macron? Visiblement. Je pense qu'à un moment... Non, mais j'ai envoyé un certain nombre de notes et vous savez, les choses se passent très différemment de ce que les gens imaginent. C'est-à-dire que ce que vous dites sur les plateaux télé, finalement, vous l'adressez à des gens. Et je connais un tout petit peu le monde politique. Ce qui est dit sur les plateaux compte, et compte énormément. Et compte en particulier quand vous êtes dans une forte période d'incertitude, puisqu'on est dans une démocratie. Et donc l'opinion bouge en permanence et l'opinion détermine un petit peu aussi la décision publique. Donc je pense que ce qui est dit sur les plateaux, finalement, est souvent plus important que ce qui va être envoyé dans des notes qui sont très rarement lues. Et en général, c'est le dernier conseiller qui a vu l'exécutif qui a raison. Alors, depuis quelques jours, les chiffres Covid semblent remonter. Et certains craignent une 6e vague. Ce sera à cause du variant Omicron BA.2. On dirait une orientation pour un nouveau bac. C'est rien. Est-ce que c'est vrai cette affaire? On peut avoir une 6e vague? Parce que même Olivier Véran a alerté, a dit attention, Hartung Gartung. Est-ce qu'on peut avoir les contaminations qui remontent, donc faire une 6e vague de contamination? Oui, c'est un peu la direction que ça prend. C'est la direction que ça prend en Angleterre, qui a toujours un petit peu d'avance, et on est en train de le suivre. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'aujourd'hui, les virus qui circulent avec la vaccination et l'immunité naturelle qu'on a acquise, c'est l'équivalent de la grippe. C'est ce que disent les Anglais. Donc s'il faut faire un branle-bas de combat à chaque fois qu'il y a une vague de grippe, donc je pense qu'on surréagit un petit peu, mais j'espère, et j'ai l'impression que c'est la direction qu'on prend, qu'on va rester sur cette stratégie de revenir dans un mode de vie normal et ne plus être dans la crise. Vous pensez que c'est fini les confinements, les trucs, les bars fermés, les restaurants fermés, les couvre-feux, les couvre-feux? Je pense que les confinements, les couvre-feux, oui, je pense que c'est fini ça. Je pense que ça c'est terminé. Après, les rappels vaccinaux pour une partie de la population, on ne peut pas s'engager là-dessus parce qu'on a encore plein d'incertitudes sur la durée de cette immunité. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dès le début c'était une grosse grippe? Le Covid, non, d'accord. C'est un peu plus dur. Non, au début, mais il y a des courbes assez intéressantes qui sont montrées. Au début, on était quasiment à 20 fois la grippe en taux de mortalité, donc ça n'avait rien à voir. Mais là, effectivement, depuis l'arrivée d'Omicron, on était sur une grippe. Donc, est-ce qu'on a surréagi à cette vague Omicron? Oui, très probablement. Donc maintenant, on est vraiment passé sur autre chose et on est plutôt quelque chose de l'ordre de la grippe, effectivement. Mais ce n'est pas le cas au début. Géraldine. Non, mais d'un côté, vous dites qu'il y a les alarmistes, de l'autre côté, les rassuristes. D'un côté, il y a ceux qui ont fait zéro Covid et d'autres qui ont dit non, mais finalement, c'est rien, on laisse faire. Mais en fait, quel est le pays qui a fait vraiment beaucoup mieux que nous? Est-ce qu'il y a un pays qui a fait vraiment beaucoup mieux que nous, finalement? Moi, quand vous parlez avec des gens qui voyagent beaucoup à l'international, ils vous disent qu'il y a peu de pays qui ont été aussi stricts que la France. Okay. C'est-à-dire que les confinements tels que nous, on l'a connu, où vous deviez signer un papier pour aller à plus de 500 mètres de votre domicile, c'est quelque chose qui n'a existé nulle part ailleurs en monde. Et l'autre chose, c'est que la peur du Covid a été, je pense, l'une des plus importantes au monde. C'est-à-dire que l'anxiété qu'on a transmise à la population,
Ça a été considérable. En France. En France. Et quand vous parlez avec des gens qui font du business et qui vont, par exemple, en Scandinavie, même en Allemagne, en Italie, ils vous disent, mais la trouille du Covid, c'est quelque chose de français. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette peur, il n'y avait pas cette peur panique dans les autres pays. Et je pense que ça joue aussi. Ah ouais, c'est fou ça. Ah oui, mais par exemple, vous allez en Scandinavie, la Suède, ça fait 1 an et demi que les gens vivent normalement. L'Angleterre, ça fait quasiment 1 an que les gens vivent normalement. En France, les gens sont restés extrêmement... L'Italie, ils ont été marqués. Bah oui, mais Ouais, la Scandinavie. L'Italie, ils ont été surtout marqués par le premier traumatisme. Mais il n'y a pas eu cette continuité de peur comme ça en permanence pendant 2 ans. La Scandinavie, c'était cool. Et est-ce qu'il fallait se Je connais vacciner? beaucoup de Scandinaves. Est-ce qu'il fallait se vacciner? Bah bien sûr, il fallait se mais vacciner. En revanche, sur la vague Omicron, est-ce qu'on avait nécessairement besoin de faire un booster chez les moins de 60 ans? La réponse est non. Mais on ne le savait pas à l'époque où cette décision a été prise, pour être honnête. Oui. Ça reste compliqué dans la vie quotidienne des gens parce que beaucoup la reçoivent des notifications comme quoi le pass va expirer et vous devez prendre un rendez-vous pour faire un énième rappel. Il faut continuer à faire ça ou vous pensez qu'il faut abandonner tout ça maintenant? il est suspendu le pass. Ça concerne, ça concerne énormément de gens. Si vous donnez mon avis en Oui. tant que scientifique, si vous avez plus de 50 ans, allez faire votre rappel. Voilà. Si vous avez moins de 50 ans, allez le faire si vous voulez mettre ceinture et bretelles. Mais ce n'est pas la chose la plus importante du monde. Vous aurez sans doute d'autres problèmes plus importants que ça dans la vie.